Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la mission Rosetta de l'ESA et sa rencontre assez incroyable avec la comète 67P. Nos sources, ce sont les synthèses des résultats scientifiques principaux de la mission. Une mission absolument historique, oui. Alors, juste pour rappeler un peu le contexte, Rosetta, c'est un lancement en 2004. Un voyage de 10 ans, une éternité. 10 ans, oui, c'est long. Et l'objectif, c'était d'être la première sonde à se mettre en orbite autour d'une comète et même à y poser un atterrisseur, filet. Tout à fait. Le but ultime étant de comprendre ces objets, les comètes, qu'on voit un peu comme des fossiles du système solaire à ses débuts. Ok, alors décomposons un peu tout ça. Cette comète 67P, on a beaucoup dit qu'elle ressemblait à un canard en caoutchouc. Oui, cette forme bilobée est très particulière. C'est vrai pour la forme, mais à l'intérieur, c'est là que les surprises commencent, non ? Ça touche à nos propres origines. Exactement. Déjà, cette forme a deux lobes et puis une surface super variée. Des zones lisses, d'autres pleines de poussière, d'autres très fracturées. Un vrai patchwork géologique, oui. Mais le plus fou, c'est peut-être sa densité. Très faible comme du liège, et surtout une porosité immense. On parle de 70-80% de vide. Oui, c'est un point absolument clé. Cette très faible densité, ça nous dit quelque chose de fondamental sur sa formation. C'est-à-dire ? Ça suggère fortement qu'elle s'est formée par ce qu'on appelle une accrétion douce. En gros, des petits grains de glace et de poussière, les cométésimaux, D'accord. se sont juste collés les uns aux autres, très lentement, sans être violemment comprimés, au tout début du système solaire. Donc un corps très très fragile finalement, léger. Essentiellement une sorte d'agrégat très poreux, oui. Mais Mais Philae, lui, il a trouvé autre chose quand il a atterri. Enfin, quand il a rebondi. exactement. C'est le paradoxe. Philae, lors de ses rebonds et à son point final, a révélé qu'en dessous d'une couche de poussière très molle, de quelques centimètres, il y avait une croûte de surface beaucoup plus dure. C'était inattendu. Et comment on explique ça ? On pense que c'est l'effet du soleil. À chaque passage près du soleil, la glace juste sous la surface se sublime, elle passe directement de solide à gaz. Ok. Et ce processus répété réorganise les matériaux restants, ça les frite en quelque sorte, ça les compacte et crée cette croûte plus résistante. Ah oui, d'accord. Et alors, la composition chimique, là aussi, il y a eu des découvertes majeures, non ? Ah oui, énormément. Rosetta a pratiquement doublé le nombre de molécules qu'on connaissait sur les comètes. Une vraie ménagerie chimique. Avec des choses assez significatives pour nous. Tout à fait. On a trouvé des molécules organiques complexes, notamment, et c'est important, de la glycine. La glycine, c'est un acide aminé. Exactement, un des composants de base des protéines. On a aussi trouvé du phosphore, qui est essentiel pour l'ADN et l'ARN. Donc ça renforce l'idée que les comètes auraient pu apporter les briques de la vie sur la Terre primitive. Ça va clairement dans ce sens, oui. Ça ne prouve pas que la vie vient des comètes, attention, mais ça montre que les ingrédients de base étaient présents dans ces objets. Et il y a eu aussi cette découverte incroyable d'oxygène moléculaire, O2, libre. Ça, c'était pas du tout attendu. Alors, c'était une énorme surprise. L'O2 est très réactif, il a tendance à se combiner très vite avec d'autres atomes, comme l'hydrogène pour faire de l'eau. Alors comment il a pu rester là, tout seul ? L'hypothèse principale, c'est qu'il a été piégé dans la glace d'eau au moment même de la formation de la comète, il y a 4,5 milliards d'années. D'accord. Et ça ne peut se faire qu'à des températures extrêmement basses, en dessous de moins 235 degrés Celsius. Il serait resté encapsulé dans la glace depuis tout ce temps. Impressionnant. Parlons maintenant de l'eau. C'était un des grands enjeux. L'eau des comètes est-elle la même que celle de nos océans ? Rosetta a mesuré le fameux rapport DH, oui, le rapport deutérium sur hydrogène. C'est une sorte de signature chimique de l'eau. Le deutérium est un isotope lourd de l'hydrogène. Et le résultat pour 67P ? Eh bien, le rapport DH mesuré dans l'eau de 67P est environ 3 fois plus élevé que celui de l'eau des océans terrestres. 3 fois. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que l'eau sur Terre ne peut pas provenir majoritairement de comètes comme 67P, qui viennent de la ceinture de Kuiper, très loin du Soleil. Ça ne colle pas, isotopiquement parlant. Alors, d'où vient notre eau, si ce n'est pas de ce type de comète ? Les regards se tournent plutôt vers les astéroïdes, en particulier ceux de la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Leur rapport DH est beaucoup plus proche de celui de nos océans. D'accord. Mais alors, les comètes n'ont rien apporté du tout ? L'histoire s'arrête là ? Non, justement, c'est plus complexe. Parce que si on regarde autre chose que l'eau, par exemple les gaz nobles... Comme le xénon ? Exactement. Rosetta a pu analyser les isotopes du xénon dans l'atmosphère ténue de 67P. Et là, surprise.
La signature isotopique du xénone cométaire correspond en partie à celle qu'on trouve dans l'atmosphère terrestre. On estime que les comètes pourraient avoir contribué à hauteur d'environ 20-22% du xénon atmosphérique terrestre. Donc, si je résume, l'eau viendrait plutôt des astéroïdes, mais une partie des gaz de notre atmosphère viendrait, elle, des comètes. C'est ça. C'est la conclusion la plus probable aujourd'hui. Notre planète aurait reçu ses ingrédients de différentes sources cosmiques. L'eau, d'un côté, certains gaz de l'autre. C'est un mélange. Ça montre une formation planétaire bien plus hétérogène qu'on ne l'imaginait peut-être. Tout à fait. Une livraison différenciée selon les matériaux. Et au cœur de cette mission, il y a eu l'aventure de Philae. L'atterrisseur. Son arrivée sur la comète a été mouvementée. C'est le moins qu'on puisse dire. Un scénario complètement fou. Les harpons qui devaient l'ancrer n'ont pas fonctionné. Oui. Du coup, au lieu de s'arrêter net, il a rebondi, une première fois, puis une deuxième fois. Un voyage de presque 2 heures à la surface avant de s'immobiliser. Et il a fini dans un endroit pas idéal, à l'ombre. Oui, dans un site baptisé Abydos, assez encaissé et peu ensoleillé, ce qui a limité la recharge de ses batteries solaires. Mais ce raté technique, ces rebonds imprévus, ça a quand même servi la science, non ? Ah mais complètement. C'est un exemple parfait de sérendipité. Grâce à ces rebonds, Philae a pu faire des mesures à plusieurs endroits différents de la surface, ce qui n'était pas prévu. Ah oui, c'est vrai. Il a confirmé cette structure de surface molle en haut, dure juste en dessous. Il a aussi contribué, avec l'instrument CONCERT qui communiquait avec Rosetta à travers le noyau, à mesurer la très haute porosité de la comète. Et il a montré que 67P n'avait pas de champ magnétique propre. Donc, même l'imprévu a apporté des données précieuses. Exactement. L'échec des harpons a paradoxalement enrichi la mission sur certains aspects. Bon, alors, si on essaye de conclure, qu'est-ce qu'on retient de Rosetta? L'héritage est colossal, j'imagine. Immense, oui. C'est la mission qui nous a donné notre vision moderne des comètes. Des objets actifs, complexes, bien plus diversifiés qu'on ne le pensait. Une première mise en orbite, un premier atterrissage, historique. Et une vision transformée de ces corps célestes. Pas juste des boules de neige sales, mais des mondes riches chimiquement. Tout à fait. Et elle nous a surtout montré que l'histoire de nos propres origines, l'origine de l'eau sur Terre, de notre atmosphère, est bien plus nuancée, plus complexe. Un puzzle cosmique, comme on disait. C'est ça, dont on continue d'assembler les pièces. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs, pour tout le monde en fait. Oui, une pensée un peu provocatrice pour finir. Si on a découvert que l'eau et certains gaz nobles de la Terre ont des origines cosmiques distinctes, qu'ils viennent d'un mélange, quelles autres composantes fondamentales de notre planète, on peut penser aux métaux du noyau, aux silicates du manteau, pourraient-elles aussi avoir des histoires d'origine fragmentées, mélangées, issues de différentes sources à différents moments? Une complexité d'origine qu'on n'a peut-être pas encore totalement explorée. Exactement. Ça ouvre la porte à l'idée que la formation planétaire est peut-être encore plus un processus d'assemblage hétéroclite que ce qu'on imagine. Une invitation à continuer de creuser ces mystères.